앉고 있죠. Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, nous poursuivons l'interrogatoire du témoin Kong Kim. Les co-avocats principaux pour les parties civiles auront une heure pour interroger le témoin. Conseil des parties civiles. Monsieur le Président, bonjour Madame, Messieurs les juges, bonjour à tous ceux et celles ici présents et aux alentours. Bonjour, Monsieur Kong Kim. Je m'appelle Chot Van Lee. Je suis conseil des parties civiles. Vous avez fait certaines déclarations hier que je vous demanderai de préciser aujourd'hui. Je vous remercie de votre contribution à ce processus. Je vais vous poser des questions sur le procès verbal de votre audition devant le juge d'instruction, document D-166/74, ainsi que le document IS 19.87. Tout d'abord, en quelle année avez-vous commencé à travailler comme messager? Réponse. Quand j'ai rejoint les forces et que j'étais au champ de bataille en 1974, j'ai reçu des tâches de messager. Question. Où était ce champ de bataille? Je travaillais comme messager après Kdam. Question. Avez-vous été nommé messager? Vous êtes-on désigné cette tâche ou vous êtes-vous porté volontaire? Réponse. À l'époque, c'est le chef du groupe qui m'a désigné. Question. Quand vous étiez messager, qui étaient les expéditeurs, les destinataires de ces messages et quel type d'uniforme portiez-vous? Réponse. Je portais un uniforme noir. J'avais des sandales en pneus de voiture. Les messages étaient envoyés depuis l'arrière jusqu'au champ de bataille. Et aussi, je transportais des blessés depuis le champ de bataille au bureau et par la suite vers l'arrière. Question. En tant que messager, aviez-vous une arme? Réponse. Quand je travaillais comme messager, je n'étais pas seul, il y avait d'autres messagers. Moi, j'étais très jeune à l'époque et je n'avais pas d'arme. Mais d'autres, oui, en avaient. Et nous travaillions ensemble en équipe. Question. Quel âge aviez-vous? Réponse. Je ne me souviens pas très bien. Je devais avoir 15 ans.
Question. Étiez-vous un groupe de messagers? Combien de personnes composaient ce groupe? Réponse. Il y avait des messagers pour toutes sortes de compagnies, de bataillons et de régiments. Et il y avait aussi des escouades de messagers, entre 3 et 5 messagers par escouade. Question. Où envoyez Où expédiez-vous des messages principalement, et qui vous remettez les messages pour les renvoyer à l'expéditeur? Réponse. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de lettres. Il s'agissait de relayer des instructions entre l'arrière et le front. Question. Vous avez dit que vous étiez messager dans la division. Je voulais savoir si vous avez livré des messages ou des lettres à différents endroits. Si vous vous en souvenez. Réponse. J'étais messager pour le front. Donc les messages étaient échangés entre le front et l'arrière. Il y avait des différents endroits. Nous étions donc dans une caserne militaire à ces endroits. Question. Lorsque vous arriviez à destination avec le message, quelqu'un signait-il pour confirmer sa réception, ou vous remettait-on un message livré? Réponse. Non, à l'époque, il n'y avait pas d'accusé de réception, mais les ordres venaient de l'arrière vers le front, et moi, je ramenais les messages depuis le front à l'arrière. Question. Ces ordres prenaient-ils la forme d'un message écrit, ou étaient-ce des ordres oraux? Réponse. Il s'agissait d'ordres donnés à voix haute. Il n'y avait pas d'instruction écrite. C'était fait verbalement. Le président. Maître. La Chambre tient à vous rappeler des faits pertinents pour cette audience. Vous posez des questions sur la période préalable à 75. Le témoin est ici pour déposer sur des faits relatifs à l'évacuation. Vous avez déjà perdu 10 minutes de l'heure qui vous a été accordée. Il ne vous reste que 50 minutes pour toute l'équipe des parties civiles. Veuillez, je vous prie, poser des questions portant sur les faits dont la Chambre est saisie, du moins à cette étape du procès. Maître Chudmanley. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, par vos tâches qu'en tant que messager, avez-vous exécuté d'autres tâches sous le régime du Cambodge démocratique? Réponse. Au début, j'étais messager. Ou plutôt, on m'a désigné messager pour que je puisse m'habituer aux conditions avant de commencer à participer au combat. Question. Merci. Hier, vous avez répondu à plusieurs questions des procureurs sur la structure militaire et l'évacuation de la population de Phnom Penh.
J'aimerais savoir qui vous a fait entrer dans l'armée. ក្នុងសម័យនោះគឺថានៅមូលដ្ឋានខាងក្រោយគឺកំណែន Réponse. À l'époque, on recrutait des gens des bases à l'arrière pour prendre part au combat. C'était tant des jeunes hommes que des adolescents. Question. Vous a-t-on fourni quelques formations, quelques entraînements militaires? Réponse. Quand je suis devenu soldat de secteur et que j'étais au district, j'y ai reçu un certain entraînement. Question. Merci. Et en quelle année avez-vous été promu au grade de chef de l'unité? Réponse. C'était après la chute de Phnom Penh. Comme c'était alors que j'étais à Phnom Penh, après la chute de la ville, que j'ai été promu. Question. Merci. Pouvez-vous donner quelques détails supplémentaires sur la structure militaire? Donc, la structure militaire allait de l'unité ou de l'escouade et à une unité supérieure. Comme vous faisiez partie de cette structure militaire, vous devez sans doute être bien familier avec la structure hiérarchique des forces militaires. Réponse. Moi, j'étais chef d'unité ou d'escouade. Ensuite, j'étais sous les ordres de Pon, qui était le commandant du peloton, qui lui répondait aux ordres de la compagnie. C'est Jim qui en était le commandant. Pour ce qui est du régiment et de la division, je connaissais leur numéro, mais je ne connaissais pas leur structure de commandement. Question. Connaissiez-vous les noms des commandants du bataillon ou du régiment ou de la brigade? Qui était à la tête de ces unités? Réponse. La division du secteur qui composait 3 provinces était Mun, qui était le commandant de division, et Song, qui était le commandant du régiment 53. Puis il y avait le bataillon 32 aussi. Question. Qui commandait le bataillon spécial? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre que le voyant rouge s'allume pour répondre. Réponse. Dans un régiment, il y avait un bataillon spécial. Mais je ne savais pas qui en était le commandant. Thiot et Song étaient commandants de régiment. Question. Que pouvez-vous nous dire à propos de la division du secteur? Quel était ou plutôt, la division du centre? Quel était le numéro de la division du centre? Réponse. Je ne connaissais pas les numéros de toutes les divisions du centre. Je n'en connaissais qu'une, c'était la 310. Question. 310.
était-elle subordonnée à d'autres divisions? Réponse, je n'en sais rien. Je ne sais pas si 310 rendait compte à d'autres divisions. Moi-même, j'étais au niveau de l'escouade, du peloton et de l'unité supérieure. Question. Avant l'attaque sur Phnom Penh, y avait-il des plans particuliers pour les quartiers généraux de la première attaque et de la seconde? ក្តៅដើម្បីថ្វាយបំបីទីក្រុងភ្នំពេញនេះខ្ញុំបាទពុំបានដឹង Réponse. J'ai pris part à la première, je ne savais pas s'il y avait de tels plans. Je sais qu'une réunion a été organisée pour discuter du rassemblement de toutes les forces pour l'assaut final sur Phnom Penh. Question. J'aimerais vous poser une question sur autre chose, notamment les mesures disciplinaires. Quelles étaient les mesures disciplinaires au sein des forces armées? Réponse. À l'époque où j'étais soldat, c'était très strict. On ne pouvait pas se promener librement. Au front, nous devions nous concentrer sur l'attaque. Quand nous étions à l'arrière, nous étions dans la caserne. Donc nous ne pouvions pas nous promener librement. Question. Comment étaient réprimées les contraventions au code? Qu'arrivait-il à un soldat qui ne respectait pas les règles? Réponse. Pendant les combats, sur le champ de bataille, à l'époque, il n'y avait pas de problème. Les soldats attaquaient et ceux derrière les champs de bataille étaient eux-mêmes prêts à remplacer les soldats au front. Question. Je vous remercie. En tant que soldat et chef d'escouade à l'époque, qui était le commandant suprême des forces armées à l'époque? Réponse. Comme je vous l'ai dit, je ne savais pas grand-chose des hauts gradés de la structure militaire. Je ne connaissais la division et le numéro de la division. Comme je le sais, je connaissais bien la compagnie et le peloton, mais pas le reste. Question. Permettez-moi de passer à un autre sujet. Il s'agit en fait de l'attaque sur Phnom Penh et de l'évacuation. Hier, vous avez dit que vous avez participé à une réunion où était discuté du plan d'attaque sur Phnom Penh, et je voulais savoir qui avait présidé cette réunion. Réponse. C'était une réunion pour les commandants, chefs de peloton. Et ensuite, ces commandants allaient transférer les ordres à leurs subordonnés. Question. Vous avez dit que le plan provenait de l'échelon supérieur. Et quel était ce plan? Réponse. Quand j'ai reçu l'ordre du niveau de la compagnie et du peloton, il s'agissait de rassembler les forces pour donner l'assaut final sur la ville et remporter la victoire.
Et l'assaut final signifiait qu'il fallait que tous agissent comme une seule force, y compris les forces de réserve et celles qui étaient à l'arrière. Sauf certaines forces qui devaient se tenir prêtes pour les blessés. Question. Pour cet assaut final sur Phnom Penh, vous attaquiez par quelle direction et qui était votre supérieur? Réponse. Moi, c'était Anlong Pronang. Et c'est Yim qui était le commandant, chef de peloton. Puis, c'est les compagnies qui donnaient des ordres au peloton. Question. Et à propos du plan pour l'assaut sur Phnom Penh, vos unités ainsi qu'avec les commandants de peloton et de compagnie, pouvez-vous dire si vous étiez responsable des tirs d'obus sur Phnom Penh? Réponse. J'étais un combattant du front. C'était des combats personnels, du corps à corps. Je ne savais rien des obus, du mortier ou des tirs par des tirs d'artillerie. Question. À propos de la logistique et des fournitures et des aliments, qui s'occupait de cela? បាទនៅស្បៀងម្ហូបអាហារនេះខ្ញុំបាទ Réponse. Au sujet de l'approvisionnement et de la logistique, je n'en savais rien. Je savais simplement lorsque l'on nous livrait les provisions à mon groupe, mais je ne sais pas qui avait donné l'ordre que ces provisions soient distribuées. Le président. Maître Chotwanli, vous avez passé 25 minutes déjà dans votre interrogatoire et vos questions s'éloignent de plus en plus des sujets pertinents pour aujourd'hui. Veuillez, je vous prie, poser des questions pertinentes pour les faits dont nous sommes saisis. Veuillez utiliser le temps qui vous est alloué de façon efficace. Vous n'aurez pas droit à du temps supplémentaire. Maître Chotwanli. Pendant l'attaque sur Phnom Penh, après la victoire, de quelle direction avez-vous la responsabilité après la victoire? Réponse. Après la victoire, la compagnie m'a donné l'ordre d'aller m'occuper d'une route allant de Wat Phnom jusqu'au pont japonais. Il y avait 3 pelotons responsables de cette route. Et nous devions en monter la garde jour et nuit. Nous n'avons vu personne d'autre, à part les commandants de compagnie et de peloton et leurs soldats sur place. Question. Quand vous avez fouillé et vous avez forcé les gens à quitter Phnom Penh, de quels événements avez-vous été témoin? Est-ce que les soldats de l'ancien régime ou les civils ont protesté contre cette évacuation? Réponse. Après la victoire, tant les civils que les soldats étaient un peu confus.
Au début, je ne suis pas allé dans les demeures. Mais il y a eu des annonces par haut-parleur demandant aux gens de quitter les étages supérieurs des bâtiments et qu'ils devaient quitter la ville. Par la suite, la situation s'est un peu calmée et il demeurait des soldats et des civils aux étages supérieurs des maisons. Et certains des soldats de l'Ancien Régime ont jeté des grenades depuis les toits. Il y avait donc eu des combats ici et là. Maître Chodvanmi. Merci. Vous avez confirmé hier que vous étiez à la tête d'une escouade qui devait faire le nettoyage final pour forcer les civils à quitter la ville définitivement. Pouvez-vous dire combien de temps cela a pris pour complètement évacuer la ville? Réponse. Au début, au cours des 3 premiers jours, il y avait beaucoup de civils sur les routes. Puis une semaine plus tard, c'était un peu plus calme. Et 2 semaines plus tard, encore plus calme. Et 1 mois plus tard, il ne demeurait que quelques soldats ou civils dans les étages supérieurs des maisons. Merci. Après l'évacuation de la population de Phnom Penh, de quels événements avez-vous été témoin? Réponse. Je ne me suis pas promené dans Phnom Penh. J'ai été posté à un endroit et j'y suis resté. Donc il fallait enlever les obstructions sur les routes et nettoyer les maisons, mais nous ne pouvions le faire que sur les ordres de quelqu'un. Question. Alors que vous deviez nettoyer les routes, avez-vous remarqué si les cadavres jonchaient les routes? Réponse. Pendant que je me suis occupé des routes à Phnom Penh, je n'ai pas vu de cadavres. J'en ai vu sur les routes qui menaient à Phnom Penh, et ce pendant les combats. Quand on m'a dit de nettoyer les routes sur Phnom Penh, je n'ai pas vu de cadavres. Question. Lorsque vous étiez à Phnom Penh, avez-vous jamais vu des dirigeants supérieurs Khmer Rouge venir en ville? Réponse. Non. Je ne connaissais pas les dirigeants, mais nous avions reçu des ordres visant à ce que l'on protège les dirigeants supérieurs et les diplomates. Par exemple, les diplomates coréens et cubains. Et notre tâche était d'assurer leur protection. Mais je ne sais pas je ne sais pas quel était le grade de ces dirigeants supérieurs. Question. Je vais faire revenir en arrière quelque peu. Vous avez dit que vous aviez été dans les unités de pointe à Tolko, kilomètre 6, et à Plekpong. Pendant l'évacuation, avez-vous remarqué si les diplomates étaient également évacués? Réponse.
dans les quartiers que nous étions chargés de contrôler à Kilo 6. Ces quartiers étaient gérés par les divisions venant du Nord. Mon rôle minime était exclusivement d'assurer le contrôle du quartier bien délimité que nous avions à occuper. Question. Étiez-vous au courant à ce moment-là que l'ambassade de France était dans le voisinage du quartier que vous étiez chargé de contrôler? Réponse. Dans les environs de Wat Phnom, en fait, le contrôle revenait à la compagnie et la compagnie contrôle 3 pelotons. Chaque peloton avait été assigné à des tâches différentes. Je ne sais pas où se trouvait l'ambassade de France, mais l'ambassade cubaine était au nord du site de Wat Phnom. Question. Vous avez parlé des ambassades de Corée et de Cuba. Avez-vous remarqué ou pu observer si à ces ambassades se déroulait également une situation chaotique? Réponse. Au cours de cette période, la situation était calme. En fait, sur certaines routes, il y avait des voitures, mais dans les autres rues, tout était calme. Les gens s'étaient vus assigner des rôles différents venant des échelons supérieurs avec des ordres de contrôle de différents secteurs. Question. J'aimerais avoir quelques précisions concernant l'évacuation. En ce qui concerne les civils qu'il fallait évacuer, pouvez-vous indiquer à la Cour dans quelle direction ces civils étaient évacués et qui était chargé de chacune de ces opérations? Réponse. Au cours de l'évacuation, je n'avais pas la moindre idée du lieu où ces personnes seraient envoyées. Moi, j'étais un soldat et j'avais la charge de m'assurer que les personnes quittent la ville. Question. Avez-vous remarqué que des appels auraient été lancés par les Khmers rouges, par exemple, pour faire revenir certains fonctionnaires dont on aurait pu avoir besoin pour reconstruire le pays? Est-ce qu'une telle politique ou un tel plan n'a jamais été observé par vous? Réponse. Non, je n'étais pas du tout au courant de tout cela. Nous n'avons vu personne revenir. Question. Monsieur le témoin, en votre qualité de soldat, pouvez-vous indiquer à la Chambre qui étaient vos supérieurs hiérarchiques et, à part vos supérieurs hiérarchiques, nous dire si vous connaissiez des dirigeants supérieurs? Réponse. J'avais entendu prononcer leur nom, mais je ne les ai jamais rencontrés en personne. J'avais entendu mentionner leur nom
Dans la forêt, quand je suis arrivé à Phnom Penh, j'ai entendu dire que M. Khieu Sampang était le dirigeant. Question, merci. Question suivante. Vous avez déclaré hier que vous avez été un gardien de centre de détention sécuritaire de Wat Phnom. Pouvez-vous nous indiquer avec plus de précision qu'hier où était situé ce centre? Réponse. Cette prison était située à l'est au sud-est de Wat Phnom. Question, mais où le situez-vous aujourd'hui? Réponse. Je n'en sais rien. Si on m'emmène sur place, je pourrais retrouver ce site, si vous le voulez, mais je n'ai pas souvenir du nom de ce lieu. Question. Est-ce à l'est de la station de la gare de chemin de fer actuelle? Réponse. Non, ça n'est pas près de la gare. C'est au sud-est de Wat Phnom. Donc ça n'est pas à proximité de la gare. Question, merci. Lorsque vous avez été assigné à la garde de la prison, avez-vous constaté que des dirigeants supérieurs visitaient la prison? Réponse. Je n'ai vu aucun supérieur, mis à part le commandant de compagnie et de peloton. Peut-être est-ce que d'autres dirigeants supérieurs ou des dirigeants se sont rendus à la prison pour effectuer des interrogatoires, mais je n'en sais rien. Le président. Maître, assurez-vous que votre micro soit allumé avant de poser une question. Les questions. Après que Lun Song et Paul ont été arrêtés, qui leur a succédé? Réponse. Au moment où un et mes autres supérieurs ont été limogés, j'ai également été retiré du service et transféré à Kampong Chhnam. Question. Qui est arrivé pour remplacer vos supérieurs? Réponse. Lorsque j'ai été muté à Kampong Chhnam, j'ai perdu tout contact et je n'en sais absolument rien. Question, merci. Qui vous a envoyé à Kampong Chhnam? Réponse. Je ne sais pas qui nous a mutés, mais je pense qu'il devait s'agir des commandants de compagnie ou de peloton qui auraient eu pour charge de nous envoyer à l'aéroport de Kampong Chhnam. Question. En tant que gardien de prison, avez-vous constaté que des prisonniers s'étaient échappés de la prison? Réponse. Aucun incident de la sorte ne s'est produit. Cependant, en tant que gardien, nous avions reçu l'ordre de
de tirer sur tout prisonnier tentant de s'échapper. Et si on ne réussissait pas à l'abattre ou à l'arrêter, le fuyard, c'est nous qui aurions été mis en prison à la place du fuyard ou de l'évadé. Une question, merci, monsieur le témoin. Je m'arrête à présent, nous n'avons pas suffisamment de temps. Je cède la parole à ma collègue, le président. Conseil pour les parties civiles, je vous en prie, il vous reste 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous dans le prétoire et hors de celui-ci. Bonjour, Monsieur Kong Kim. Je m'appelle Penny. Je suis l'une des co-avocates internationales. Je voudrais vous poser quelques questions portant sur la période suivante immédiatement la chute de Phnom Penh. Vous avez dit hier qu'après la chute de Phnom Penh, vous êtes devenu chef d'escouade. Ma question est la suivante. En tant que chef d'escouade, aviez-vous à faire rapport des activités de votre escouade à quiconque? Réponse. Après l'évacuation de Phnom Penh, j'ai assumé la direction d'une escouade de 12 hommes et je devais faire un rapport régulier. Mais ce rapport n'était pas régulier de toute façon parce que nous avions peu de choses à rapporter, puisque tout ce qu'on faisait, c'était monter la garde pour nous protéger contre les attaques ennemies. Et il n'y avait pas grand-chose à faire. On montait la garde, on était sentinelle, il n'y avait pas de visite de dirigeants dans la ville, rien qui puisse nous occuper outre mesure. Question. Et quand vous êtes parti à la recherche de résidents qui demeuraient encore dans la ville, avez-vous dû faire rapport de vos activités en ces occasions? Réponse. Bien sûr. Après avoir vérifié qu'il restait des personnes, si nous étions sur place, après avoir surveillé la situation, nous faisions rapport à la compagnie, mais j'ai rarement rencontré les responsables de ces organes. Et question, saviez-vous qui était donc le chef de la compagnie à qui vous faisiez rapport? Quel usage faisait-il du rapport que vous leur remettiez? Réponse. Le chef de la compagnie, c'est une personne dénommée Rain, et Pon avait la charge du peloton ainsi que Jim. Et que faisaient ces personnes du rapport que vous faisiez concernant les personnes qui étaient demeurées à Phnom Penh? Réponse. Je n'ai pas bien compris votre question. Je suis désolé. Pouvez-vous répéter? Lorsque vous avez fait rapport à Rennes et Bonn sur vos activités, celles de votre escouade, comment ont-ils réagi et que vous ont-ils dit? Réponse. Nous avons reçu des ordres visant à opérer le nettoyage
de la zone. Si l'on observait que des personnes étaient restées, si les personnes, on réussissait à faire descendre les personnes des étages, il fallait les emmener à la compagnie et elles s'en chargeaient à partir de là. Et je ne sais pas ce qui se passait après. À ce moment-là, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, dans une compagnie, il y a 3 pelotons. Les pelotons se subdivisent en escouades. Et moi, j'étais chargé d'une escouade. Et la seule chose qu'on me demandait de comprendre, c'était mes devoirs au sein de l'escouade. Je n'avais aucune compréhension de ce qui se passait, ni dans les autres escouades, ni au niveau de la compagnie. Question. Donc d'autres unités faisaient rapport, comme vous, donc les responsables d'autres unités. Réponse. Je n'en sais rien. Je sais ce qui se passait au niveau du peloton. Il y avait des réunions au niveau du peloton, mais je n'ai jamais été invité à une réunion à l'échelon de la compagnie, ce qui fait que je ne sais vraiment pas grand-chose sur ce qui se passait au niveau de la compagnie. Nous, on exécutait les ordres qui nous arrivaient du peloton après les réunions qui avaient lieu pour les déterminer. Question, après la réunion avec le peloton, les 3 escouades participaient à ces réunions à l'échelon du peloton. Pardon. Réponse. Une fois reçus les ordres de la compagnie, le peloton tenait une réunion à laquelle participaient les escouades. Et le point à l'ordre du jour de la réunion portait sur le renforcement des forces de notre groupe pour assurer la garde, le nettoyage et l'évacuation des civils restants. Vous avez dit hier que votre chef de peloton vous avez dit que l'ordre de nettoyage de Phnom Penh venait de la division. Est-ce qu'il vous a dit cela au cours d'une telle réunion? Réponse. J'ai entendu prononcer le nom de une de la division 310 qui envoyait des ordres du niveau de commandement de la division vers la compagnie, le peloton et l'escouade. Et donc j'ai reçu des ordres émanant de ces différents niveaux par les voies de communications habituelles. Et question, et savez-vous d'où venaient les ordres que recevait Un, le chef de division? Réponse. Je n'en sais rien. Parce que mon grade était très inférieur. Nous n'avions pas de liberté de mouvement. On nous mettait quelque part et on y restait jusqu'à ce qu'on nous déplace. Question. Hier, vous avez dit qu'après la chute de Phnom Penh, votre division est entrée dans la ville et vous apparteniez au centre. À quelle unité apparteniez-vous avant cela? Réponse.
L'armée s'était répartie en zones militaires. Donc, la zone nord, Kampong Cheng, et 2 autres provinces. Et les soldats appartenaient à ce qu'on appelait le centre. What was the difference Quelle était la différence entre l'appartenance au centre et l'appartenance à une zone? Réponse. À ce moment-là, les soldats opéraient dans des secteurs où certains attaquaient au niveau provincial et les autres attaquaient Phnom Penh. Mais les soldats qui revenaient des zones ont été recombinés pour former le groupe du centre qui a attaqué Phnom Penh. Et lorsque vous êtes devenu soldat du centre, est-ce que vos tâches ont changé? Est-ce que la chaîne de commandement a été modifiée? Est-ce que le personnel militaire était différent? Réponse. À ce moment-là, les soldats restaient dans leur unité, en particulier les unités qui devaient attaquer Phnom Penh. Les soldats qui appartenaient à ces unités devaient rester dans ces unités. Même après la libération de Phnom Penh, il n'y a pas eu de recrutement de nouveaux effectifs. Ma dernière question est une question de suivi par rapport à ce que vous avez dit ce matin. Vous avez dit que vous avez procédé au nettoyage des habitations. Qu'est-ce que vous entendez par opérer ce nettoyage au niveau des résidences? Réponse. Non, ce matin, j'ai dit que j'avais eu la tâche de dégager la voie et cela signifiait surtout nettoyer, rendre propre. Nous ne devions Nous n'avions d'activité que dans les quartiers qui nous avaient été assignés pour être sûrs que la voirie serait propre au moment où l'on recevait des hôtes étrangers. Donc j'ai bien compris, vous ne procédiez pas à des travaux de nettoyage ou de dégagement de l'intérieur des habitations. Réponse. Bien, nous avions une tâche de nettoyage de la voirie exclusivement. Nous n'étions pas autorisés à pénétrer dans les habitations. Nous n'aurions pu pénétrer dans les appartements qui nous avaient été assignés, dans lesquels nous étions cantonnés, mais nulle part ailleurs. Je vous remercie, Monsieur Kon Kim. Merci de votre témoignage. Je vous souhaite un bon retour. Le président, je vous remercie, maître. Est-ce que les juges désirent poser des questions? Juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. J'aurais quelques questions à poser aux témoins. Bonjour Monsieur Kong Kim, je suis le juge Lavergne et j'aimerais poser quelques questions de suivi. Tout d'abord, vous nous avez expliqué qu'avant d'entrer dans Phnom Penh, vous aviez été successivement messager, puis soldat. Et j'aimerais savoir si dans le cadre de ces activités, avant la prise de Phnom Penh, vous avez
participé ou vous avez été au courant de la prise d'autres villes? Est-ce que, par exemple, vous avez été au courant de la prise de la ville de Kratsié ou de la ville de Houdong ou d'autres villes avant celle de Phnom Penh? Réponse. Je n'étais pas en mesure de savoir ce qui se passait au niveau des autres cibles. Nous étions contraints de nous concentrer sur ce que nous faisions et nous n'avions connaissance que de la cible que nous attaquions. Dans ce cas-là, il s'agissait de Phnom Penh. Est-ce que vous nous avez expliqué que vous n'étiez pas au courant d'un plan d'évacuation de Phnom Penh avant la prise de cette ville? Mais est-ce que vous confirmez que cet ordre est venu immédiatement après la prise de Phnom Penh? Et est-ce que vous pouvez nous dire, si c'est le cas, si on vous a donné quelques indications quant aux raisons des évacuations à procéder? Réponse. Lors de l'attaque de Phnom Penh, pendant les combats féroces qui ont eu lieu, nous n'avons reçu aucune autre instruction ni plan, y compris l'évacuation de la population. Nous n'avons pas reçu cet ordre-là. Les ordres que nous recevions étaient des ordres nous incitant à attaquer certaines cibles de Phnom Penh et on nous donnait l'orientation, on nous donnait l'ordre de nous rendre dans une direction donnée pour arriver sur le lieu de l'attaque. Et puis, en me rapprochant de Phnom Penh, j'ai constaté qu'il y avait déjà des gens sur les routes. Vous, personnellement, quand avez-vous été au courant de l'existence d'un ordre d'évacuation de la ville? Ou est-ce que vous en avez pris conscience simplement parce que vous avez vu qu'il y avait déjà des gens qui partaient, ou est-ce qu'on vous l'a effectivement donné, cet ordre de procéder à l'évacuation? Et quand est-ce que c'est arrivé? Réponse. J'ai commencé à me rendre compte qu'une évacuation avait lieu lorsque j'ai été cantonné dans notre quartier cible et quand on nous a demandé de mettre en œuvre le plan d'évacuation dans notre zone cible. Vous, en tant que soldat, est-ce qu'on vous a indiqué des raisons pour lesquelles il fallait procéder à cette évacuation? Réponse. En ce qui concerne le plan d'évacuation de la population, je ne savais pas à l'avance qu'il y avait un plan concernant l'évacuation de la population de Phnom Penh et je ne connaissais pas les intentions de ceux qui avaient organisé cette évacuation. Vous avez déjà dit précédemment que vous aviez observé qu'on diffusait par haut-parleur des messages à destination de la population en demandant aux personnes de quitter la ville de Phnom Penh. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelle était la nature de ces messages? Qu'est-ce qui était dit exactement à la population? Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi si vous saviez à qui appartenait le matériel qui était utilisé pour diffuser ces messages? Est-ce que c'était du matériel de la division ou est-ce que c'était du matériel qui provenait d'une autre unité?
បាទនៅពេលនោះគឺខ្ញុំក្តាប់សារ À l'époque, je n'avais pas pleinement compris le message qui avait été donné à ceux qui allaient être évacués. Toutefois, il y avait d'autres unités mobiles. Mon escouade à moi était postée à un seul endroit. Les unités mobiles, elles, sillonnaient la ville et annonçaient aux habitants de Phnom Penh qu'ils devaient se préparer à l'évacuation. Tout de suite après la chute de Phnom Penh, la confusion régnait, c'était le chaos. Il y avait d'anciens soldats qui ont échangé des tirs avec les soldats Khmer Rouge, tout comme les civils qui habitaient aux étages supérieurs des bâtiments. Mais est-ce que vous avez entendu les messages qui étaient diffusés? Et qu'est-ce qui était dit? Je n'ai pas entendu le message au complet, mais je me souviens qu'on invitait la population de Phnom Penh à quitter la ville de façon provisoire pour leur donner la chance de préparer la ville. C'est ce dont je me souviens. Donc vous avez dit qu'il y avait des unités mobiles qui sillonnaient la ville, et qui étaient chargées de diffuser ce message. Ces unités mobiles, c'était des unités qui faisaient partie de la division, ou est-ce qu'elles faisaient partie d'un autre ensemble militaire? Sous quelle autorité étaient placées ces unités mobiles? Et quel matériel utilisaient-elles? C'était du matériel de la division? Les haut-parleurs appartenaient-ils à la division, ou est-ce qu'ils appartenaient à une autre entité militaire? Je ne le savais pas, hein. Comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment un rang inférieur. Je ne sais pas quelles ententes pouvaient exister aux échelons supérieurs. Ma tâche était de défendre l'endroit où on m'avait posté. Et je n'ai pas chevauché d'autres tâches. Ce que vous dites, en fait, c'était une décision de l'échelon supérieur. Est-ce que vous pouvez simplement me dire si dans votre division, il y avait le type de matériel qui a été utilisé pour informer la population? Est-ce que dans votre division, il y avait des haut-parleurs? Non, pas chez nous. Seules les unités mobiles avaient des véhicules et des haut-parleurs pour faire les annonces. Alors, je voudrais revenir à la description de la zone qui était placée, de la zone de la ville de Phnom Penh, qui était placée sous le contrôle de votre division. J'ai cru comprendre qu'il est arrivé à un certain point où la ville de Phnom Penh a été partagée en différentes zones et que certaines divisions ont eu en charge plutôt telle zone que telle autre. Et j'ai cru comprendre que votre division avait en charge la zone plutôt nord de Phnom Penh. Est-ce exact? Avant la chute de Phnom Penh, ma division était responsable de la zone entre Prek Kdam et Phnom Penh. Après la chute de Phnom Penh, on m'a envoyé m'occuper de la partie au nord, près de Wat Phnom. Pour ce qui est de 310, ils étaient aussi au nord de Wat Phnom. Donc, cette partie au nord de Wat Phnom, concrètement, elle allait jusqu'au bord du Tonlé Sap et elle rejoignait
le pont de Schrangvar. Elle allait jusqu'à Tulkork. Elle allait jusqu'à la gare. Est-ce qu'elle allait sur le boulevard actuellement Norodom? Jusqu'où ça allait? Bah,ខ្ញុំនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងរបស់កងពលនេះខ្ញុំបាទ Pour ce qui est de la zone que contrôlait la division, je n'en avais pas pleinement connaissance. Pour ce qui était autour de Wat Phnom, ma division s'occupait de la zone autour de Wat Phnom, à l'ouest du fleuve. Pour ce qui est de Tulkork, cela faisait aussi partie de la zone contrôlée par ma division. Alors, il y a un certain nombre, je suppose, de bâtiments publics qui étaient installés dans cette zone, qui étaient placés sous le contrôle de votre division. Est-ce que, par exemple, la Banque nationale faisait partie de la zone qui était placée sous votre contrôle? Et est-ce que vous savez ce qui s'est passé à la Banque nationale après la prise de Phnom Penh?បាទពេលចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនេះហើយ Lorsque nous sommes entrés dans Phnom Penh, je ne savais pas où était la Banque nationale. Comme je l'ai dit plus tôt, quand on me confiait des tâches, je n'empiétais pas dans les tâches ou dans les zones contrôlées par d'autres. Autrement dit, je ne restais que là où on m'avait posté, et ce 24 heures sur 24. Donc, monsieur le témoin, pendant tout le temps où vous avez été à Phnom Penh, vous n'êtes jamais passé devant un emplacement et on ne vous a jamais dit à cet emplacement il y a ou il y avait la Banque nationale de Phnom Penh.បាទទោះបីជាដីឡូនេះជាដីឡូ Enfin, même si cela se trouvait dans la zone contrôlée par ma division, moi, je ne suis resté que là où on m'avait posté. Et j'étais responsable de mon escouade. Nous avions une aire géographique très limitée dont nous avions la responsabilité. Et je ne sais pas exactement ce que faisait toute la division. Monsieur le témoin, en dehors de la Banque nationale de Phnom Penh, du Cambodge, il y avait sur votre zone, a priori, d'autres bâtiments publics. Il y avait des hôpitaux. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les noms des hôpitaux que vous saviez placés sous le contrôle de votre division? Je ne savais pas quel hôpital était couvert par ma division. Il y avait l'hôpital Praket Meli qui lui était dans la zone contrôlée par mon escouade. Alors, on va parler au moins de cet hôpital-là. Vous êtes rendu à l'hôpital Ketmili. Est-ce que, dans l'ordre général donné par les supérieurs d'évacuer Phnom Penh, cet ordre concernait aussi l'hôpital Ketmili? Pendant l'évacuation, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de l'hôpital. Ce n'est qu'après l'évacuation et que l'hôpital a été nettoyé
C'est là que mes soldats, ou les soldats qui avaient été blessés, avaient été transférés à cet hôpital pour recevoir des soins. Qu'est-ce que vous entendez par l'hôpital a été nettoyé? Qu'est-ce que ça veut dire? Après la chute de Phnom Penh et après la situation chaotique que je vous ai décrite tout à l'heure, je ne sais pas si les gens à l'intérieur de l'hôpital ont été évacués ou comment les mesures ont été prises. C'est plus tard. D'autres personnes sont allées nettoyer l'hôpital et une fois qu'il a été nettoyé, les soldats qui avaient été blessés lors de combats y ont été envoyés pour recevoir des soins à cet hôpital. Il y avait des soignants militaires qui venaient à l'hôpital pour traiter les soldats blessés. Est-ce qu'il y a eu des civils qui ont été soignés dans cet hôpital? Après la libération, il n'y avait plus de civils qui recevaient des soins à cet hôpital. Seuls les soldats qui avaient participé à l'assaut sur Phnom Penh et qui avaient été blessés dans le cadre des combats y ont reçu des soins. Aucun civil. Est-ce que la division 310 a été chargée de vérifier si d'autres bâtiments publics devaient être nettoyés? Il y a notamment des bâtiments qui étaient d'anciens bâtiments de ministères ou des bâtiments publics comme la Poste ou éventuellement la gare. Est-ce qu'il y a eu des opérations destinées à vérifier que ces bâtiments étaient vides de tout occupant? À mon arrivée à Phnom Penh, je ne savais pas moi-même quel édifice représentait quoi. J'étais très jeune et je n'étais jamais venu à Phnom Penh avant. Quand je suis arrivé à Phnom Penh, je n'avais pas l'autorisation de me promener pour me familiariser avec les grands monuments et les différents bâtiments importants. Je suis resté selon les paramètres des tâches qui m'étaient confiées, jour et nuit. Après la libération, je n'avais pas le droit de me balader dans la ville. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais dans la zone couverte par Division 310, il y avait aussi des ambassades. Vous avez parlé tout à l'heure des diplomates coréens et cubains. J'ai cru comprendre, mais peut-être que j'ai mal compris, mais j'ai cru comprendre que vous aviez dit que vous aviez été en charge, en tous les cas que votre division avait été en charge de protéger les diplomates cubains et coréens. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Dans la zone contrôlée par mon unité, l'ambassade de Cuba et de Corée était en effet dans la zone couverte par mon escouade, ce qui veut dire que c'est mon escouade qui en assurait la protection. Elles étaient au nord de Wat Phnom. La tâche qui m'avait été confiée était de protéger l'extérieur de ces ambassades. Je ne suis jamais entré à l'intérieur. Est-ce que ces ambassades étaient vidées
de tout occupant ou est-ce qu'il y avait encore des diplomates à l'intérieur? Et est-ce qu'il y avait éventuellement des personnes qui s'étaient réfugiées à l'intérieur de ces ambassades? Bah,នៅពេលដែលបែកភ្នំពេញនេះខ្ញុំមិនបានដឹងថាកន្លែងឋានទូតរងមាន Après la chute de Phnom Penh, je ne sais pas s'il y avait encore des gens qui habitaient à l'intérieur des ambassades. Ce que je savais, c'est que Phnom Penh avait été libéré, et après que les rues aient été nettoyées, les diplomates se sont établis à Phnom Penh, mais ce n'étaient pas les anciens diplomates qui étaient là avant. Est-ce que, au cours de votre activité en tant que chargé de contrôler un secteur bien précis, vous avez été amené à contrôler des étrangers? Et est-ce que vous aviez des consignes particulières en ce qui concerne les étrangers? Est-ce qu'il y avait un lieu vers lequel ces personnes devaient être dirigées? Et est-ce qu'il y avait une personne au sein de la division qui était plus particulièrement en charge des problèmes des étrangers? Je n'en savais rien au sujet des étrangers. Je me suis concentré sur les tâches qui m'étaient confiées au sein de la zone que je contrôlais. En fait, je n'ai jamais vu d'étrangers. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelait Nem et qui avait certaines responsabilités au sein de la division 310? Nem. Je ne connaissais pas beaucoup des hauts commandants. Je connaissais Ta-Eun. Ta-Eun avait la responsabilité principale. Et lui, je le connaissais par les commandants de peloton et de compagnie. De peloton et de compagnie. Je n'étais pas un de ses proches, et je ne sais pas qui non plus étaient ses commandants adjoints. Est-ce que, Monsieur Kong Kim, vous avez pu écouter la radio quand vous étiez sur le point d'attaquer Phnom Penh ou quand vous étiez à Phnom Penh? Est-ce que vous avez entendu la radio? Avant d'arriver à Phnom Penh, et alors que nous étions à Phnom Penh, je n'ai pas écouté la radio. J'ai reçu les ordres directement de mes supérieurs. Est-ce que vous avez entendu parler à un moment ou à un autre d'une liste de 7 super traîtres à abattre? Non. Je n'en ai pas entendu parler et je n'en savais rien. Et les noms de Sirit Matak, Longboret, Ung Bun Hor, c'est des noms qui évoquent quelque chose pour vous? Je n'ai pas entendu ces noms. Vous avez indiqué que vous aviez participé au nettoyage des rues pour permettre l'accueil de délégations importantes venues visiter Phnom Penh. Est-ce que vous avez participé, vous personnellement, à l'accueil de ces délégations? Est-ce qu'on vous a demandé d'y jouer un rôle?
Est-ce que vous deviez faire partie du public? Est-ce que vous deviez faire partie d'une garde? Quel était votre rôle vis-à-vis de ces visiteurs? Pour ce qui est de l'accueil des visiteurs, je devais m'occuper de la sécurité dans la zone dont j'avais la responsabilité. Je n'ai pas accompagné de visiteurs ou lorsque des dignitaires venaient pour une réunion, une visite quelque part. J'assurais, moi, la sécurité au sein de la zone dont j'avais la responsabilité. Est-ce que vous avez entendu parler de l'hôtel Royal? Et est-ce qu'il y avait des délégations qui venaient à l'hôtel Royal? Et est-ce que cet hôtel était dans votre secteur? Je ne connaissais pas cet hôtel, je ne savais pas où il était. Mais à l'ouest de Wat Phnom et au nord des jardins, il y avait de grands hôtels là-bas aussi. Est-ce que lorsque ces délégations de visiteurs se rendaient dans Phnom Penh, on demandait à certains soldats de s'habiller en civil? Et pour quelles raisons, si c'était le cas? Lorsque des délégations passaient par ma zone, nos soldats, nous gardions nos uniformes et nous assurions la protection. Oui, il y avait d'autres personnes qui étaient des travailleurs du textile. Eux s'habillaient en civil pour accueillir les délégations, les visiteurs. Est-ce que vous vous souvenez d'une organisation particulière pour certains événements qui auraient pu être plus marquants? Est-ce que vous vous souvenez de certaines visites de délégations importantes? Est-ce qu'il y a eu des délégations chinoises? Est-ce qu'il y a eu des délégations coréennes? Je ne savais rien de tels arrangements. À l'époque, les soldats n'étaient pas informés, n'avaient pas le droit même de savoir ces choses. Nous devions exécuter les tâches qui nous étaient confiées à l'endroit où nous avions été postés. Si l'on commettait une erreur, on nous aurait considérés comme un ennemi. Comme soldat, il fallait respecter la discipline et les ordres qui nous étaient donnés. Est-ce que, par exemple, on vous a informé d'un éventuel retour du prince Norodom Sihanouk à Phnom Penh? Non. Non, je n'en savais rien. Je n'avais d'ailleurs pas le droit de le savoir que de telles mesures avaient été prises. Donc, pendant tout le temps où vous avez été à Phnom Penh, vous n'avez jamais su si le prince Norodom Sihanouk était lui aussi à Phnom Penh ou non? Je suis resté à Phnom Penh que peu de temps après la libération et je ne le savais pas. Et même après avoir été transféré à Kampong Chhnang, je ne savais rien au propos du prince Sihanouk.
Monsieur le témoin, vous avez indiqué que vous avez donc participé à la surveillance de prisonniers. Vous avez également indiqué qu'il y avait eu en quelque sorte deux temps. Vous avez noté une différence dans le type de prisonniers qui étaient gardés dans cette prison. Ce qui m'intéresse, c'est les prisonniers que vous avez vus au tout début de votre activité dans cette prison. Je crois que vous avez dit quelque part qu'il y avait des gens qui vous paraissaient être des gens ordinaires. Et puis après, vous avez vu des gens qui étaient des responsables militaires ou politiques du Kampuchea démocratique. Mais s'agissant de ces personnes, de ces détenus plutôt ordinaires, qui étaient ces prisonniers? Alors que l'on montait la garde, je ne connaissais pas la distinction entre les prisonniers, lesquels étaient des prisonniers politiques ou non. Pour moi, ils étaient tous des prisonniers. Lorsqu'on faisait venir les prisonniers, il y avait un bâtiment de 2 étages pour incarcérer les prisonniers. Il y avait des lits. Pour ce qui est des prisonniers qui étaient incarcérés au sous-sol, c'était pour les soldats qui avaient contrevenu à la discipline. Est-ce que vous savez si parmi les prisonniers, il y avait, au moins au début, d'anciens officiers ou d'anciens fonctionnaires du régime de Lon Nol? Pendant que je montais la garde à la prison, tout ce que je savais, c'est qu'ils n'avaient pas de lien avec l'ancien régime. C'était des gens qui avaient été arrêtés par l'ANCAR, qui étaient d'anciens travailleurs de l'ANCAR. Comment vous saviez ça? Comment vous saviez qu'il n'y avait aucune personne liée avec l'ancien régime, que c'était uniquement des prisonniers qui faisaient partie de l'ANCAR? Est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a dit? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté par vous-même? Est-ce que vous avez pu poser des questions aux prisonniers? Réponse. En tant que gardien, j'avais le droit d'assurer la garde et de surveiller les prisonniers. Je n'avais pas le droit de poser des questions à chaque prisonnier en personne. Cependant, j'ai entendu au cours des interrogatoires, par exemple, où ils avaient été arrêtés et d'où ils avaient été envoyés jusque-là, de quelle zone ils venaient. Et sans entrer dans le détail de ce que vous avez pu entendre, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi étaient accusées ces personnes? Réponse. Je n'avais pas une compréhension approfondie des raisons pour lesquelles ils auraient pu être arrêtés. J'écoutais brièvement lorsque les interrogatoires avaient lieu, puis ils étaient soumis à la torture dont j'ai été le témoin, mais je ne sais pas quel délit ou crime ils auraient commis avant d'avoir été arrêtés.
nettoyage de la ville. Est-ce que vous avez entendu parler ou est-ce que vous avez reçu des consignes par rapport à ce que l'on appelle les butins de guerre? Est-ce que vous aviez des consignes particulières en ce qui concerne les butins de guerre? Réponse. Je n'ai jamais été au courant de cela ou d'un ordre quelconque concernant ce genre de choses. Est-ce que les personnes qui devaient quitter Phnom Penh devaient être soumises à des fouilles? Et si elles étaient soumises à des fouilles, est-ce qu'il y avait des objets qui, le cas échéant, devaient être confisqués? Réponse. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu dire par d'autres, c'est que pendant l'évacuation de la population, certains articles étaient saisis, par exemple les armes. Mais l'argent et les autres effets ou biens, on n'y touchait pas. Et dans les maisons, est-ce qu'il y avait des objets, éventuellement par exemple de la nourriture, qui devaient être acheminés vers certains entrepôts? Est-ce qu'il y a eu des consignes qui ont été données pour cela? Réponse. La nourriture et le recueil d'autres articles, c'est quelque chose dont je ne savais rien. Les soldats qui sont arrivés à Phnom Penh ne sont pas arrivés à Phnom Penh pour s'approprier quoi que ce soit dans Phnom Penh. Nous sommes arrivés avec notre barda militaire et rien d'autre. Et nos unités étaient petites. Nous ne savions pas comment tout cela était géré. Je ne parlais pas d'appropriation par les militaires à titre personnel. Je parlais d'une organisation destinée à entreposer un certain nombre de biens au profit de l'ANCAR. Est-ce que ce genre de consigne a existé ou non? Réponse. J'ai peur de ne pas savoir. Moi, je n'ai jamais reçu d'ordre concernant la gestion de ces biens. Merci, monsieur le témoin. Je n'aurai pas d'autres questions à vous poser. Le président. Merci, monsieur le juge Lavergne. Merci, monsieur le témoin. Le moment est venu de lever la séance pour la pause et l'audience reprendra à 11 heures. L'huissier d'audience veillera à ce que le témoin et son avocat puissent quitter la salle pendant la pause et qu'ils soient de retour au moment de la reprise de l'audience. Je vous remercie. L'audience est levée.